2, c'est le numéro qu'on retiendra du Grand Prix d'Émilie-Romagne. Ça aurait pu être le nombre de victoires de Lando Norris en Formule 1. Au final, c'est le nombre de courses gagnées en un week-end par Max Verstappen. Aujourd'hui, on va parler du Grand Prix d'Émilie-Romagne qui s'est déroulé ce week-end à Imola. On va pas se mentir, une course très chiante, mais qui répond à pas mal de questions pour la suite de la saison. Lando Norris était à 2 doigts de réaliser l'exploit et de battre Max Verstappen dans les 15 derniers tours. Et avec Ferrari qui devait ramener pas mal d'améliorations, on peut se poser la question aujourd'hui, est-ce que Lando Norris ne serait pas devenu le plus gros rival de Verstappen en 2024? Alors je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires, mais ce Grand Prix qui était assez ennuyeux, au final pourrait être un tournant de la saison et pourrait la rendre beaucoup plus intéressante que ce qu'on imaginait il y a encore quelques semaines. Bon, comme je vous l'ai dit, Max Verstappen a donc remporté 2 courses ce week-end, une réelle et une virtuelle. Vous l'avez sûrement vu passer, Max Verstappen a participé aux 24 heures du Nürburgring sur iRacing. Une course de sim racing à laquelle il a participé avec son équipe de sim racing, la Red Line. Et cette équipe s'est donc imposée après une course de 24 heures sur la Nordschleife. Verstappen a donc participé en roulant directement après la qualification et dimanche matin au réveil avant de se rendre au circuit. Alors c'est assez amusant parce qu'à l'époque, il y a très longtemps, les pilotes de Formule 1 pouvaient participer à des courses de F2, de F3 et de Formule 1 sur le même week-end. Aujourd'hui, Max Verstappen, lui, participe à des courses en réel et en virtuel. Bon, malgré toutes les questions que ça posait, ça n'a pas empêché Max Verstappen de prendre la pole position, de gagner la course et encore une fois, d'augmenter son avance au championnat. J'avoue que j'étais un petit peu sceptique au début, j'étais en mode... si Verstappen, tu fais un mauvais week-end, ça va te retomber dessus, mais au final, il l'a très bien expliqué, ça ne change absolument rien à sa routine de week-end de Grand Prix. Les pilotes s'occupent comme ils veulent, au final, de leur temps libre pendant les week-ends de course. Et Max Verstappen avait donc décidé de ramener un simulateur dans son motorhome pour se faire kiffer en attendant le Grand Prix d'Imola. Bon, alors ce Grand Prix d'Imola, on va en parler un petit peu. Avant d'évoquer Red Bull, McLaren et Ferrari et de parler un petit peu de rythme et de championnat, on va parler du circuit. Qu'est-ce qu'on s'est fait chier ce week-end pendant les courses, que ce soit F2, F1... la F3, ça allait. Mais honnêtement, je pense que Imola, il faut se poser la question, est-ce que ce circuit est encore adapté aux voitures de nouvelle génération? On l'avait vu en F2, des grands trains de DRS, des grands trains d'aspiration, très peu de dépassements, très peu de batailles. Au final, en Formule 1, on a eu un scénario un petit peu similaire, on a quand même eu quelques dépassements, mais ça reste très faible, surtout après le week-end qu'on a eu à Miami. Moi, je suis désolé, mais pour moi, le circuit d'Imola, aujourd'hui, n'a pas sa place, ou n'est pas adapté en tout cas pour être au calendrier. Alors vous allez me tomber dessus en me disant « Ouais, mais Monaco, on y va quand même ». Je suis d'accord, mais à la différence, c'est que Imola, c'est Monaco sans les rails. C'est Monaco sans la difficulté et sans le risque de toucher un mur. Le circuit est beaucoup trop étroit pour ces voitures, beaucoup trop court. On enchaîne beaucoup trop de virages à moyenne vitesse et virages lents. Et surtout, la ligne droite, seule zone de DRS au final pour faire un dépassement, n'est pas la meilleure opportunité de dépassement. Donc du coup, forcément, on critique énormément les circuits urbains qui arrivent au fur et à mesure des années, mais quand on regarde Imola, qui est un circuit historique, on est d'accord, un circuit à l'ancienne avec du gravier, de l'herbe et un circuit très joli, bah je suis désolé, on se fait autant chier à Imola qu'on peut se faire chier sur d'autres grands prix comme Miami par le passé ou plein d'autres. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous pensez du circuit d'Imola. Est-ce que Imola doit encore être au calendrier, sachant qu'on a un deuxième grand prix en Italie qui est à Monza et qui est ultra intéressant? Ou alors aussi, est-ce qu'il faut se poser la question, est-ce que les voitures sont encore adaptées aux anciens circuits? Est-ce qu'il ne faudrait pas justement vraiment se concentrer sur les dimensions et le poids des monoplaces afin de pouvoir revenir rouler sur d'anciens circuits comme Imola et avoir un beau spectacle et une belle course? Bon, le vrai débat du week-end, du coup, c'était la potentielle bataille à 3 pour la victoire entre Red Bull, McLaren et Ferrari. McLaren qui avait ramené une toute nouvelle voiture à Miami et qui avait donc remporté la course avec Lando Norris, a ramené les améliorations pour Piastri. On avait Red Bull qui avait soif de prendre une revanche et de remontrer que c'était eux les patrons. Et on avait surtout Ferrari qui ramenait un package d'évolution qui était censé justement leur permettre de rattraper Red Bull et de venir jouer des victoires. Alors on va commencer par Ferrari déjà, on va commencer par remettre les pendules à l'heure parce que je pense qu'il y a eu réellement une désinformation et une modification de ce qui devait se passer au sujet des améliorations de Ferrari et ça a pris une ampleur tellement gigantesque qu'au final ça paraît presque décevant, mais pas du tout. Déjà tout le monde pensait que Ferrari allait venir avec une voiture qui allait écraser la concurrence. Or c'est pas du tout le cas.
Le package d'amélioration de Ferrari était estimé environ à 3 dixièmes d'amélioration. Il était censé de leur permettre de recoller à Red Bull. Pour ce qui est des pièces que Ferrari a ramenées à Imola, il s'agit d'un aileron avant, un aileron arrière, l'entrée d'air sur les sidepods, le capot moteur retravaillé, le fond plat ainsi que les extrémités du fond plat et le diffuseur. Ça nous fait 6 pièces au total, mais ces 6 pièces n'ont pas fondamentalement changé la voiture. C'était une première direction prise par l'équipe pour voir si les améliorations fonctionnaient, chose qui est donc vraie, comme l'a dit Frédéric Vasseur, vu que Ferrari a donc gagné en performance. Ferrari a retrouvé exactement les mêmes résultats au simulateur que sur la piste. Et si on est 100% transparent, Ferrari aujourd'hui était dans le rythme de Max Verstappen. À Imola, Ferrari avait un bon rythme, était à moins d'un dixième par tour de la Red Bull. Donc oui, les améliorations de Ferrari ont bien fonctionné. Là où on peut être un peu déçu pour Ferrari, forcément, c'est que FP1, FP2, FP3, Ferrari étaient les plus rapides. On avait un Charles Leclerc qui arrive à Imola en disant « Je veux prendre la pole position, je veux partir en première ligne ». Q1, Q2, les Ferrari semblent être encore une fois les plus rapides. Quand tu regardes la data intrinsèquement, la Ferrari semble être la voiture la plus rapide sur un tour. On arrive en Q3 et là, c'est la clim. Ah là, c'est le frigo. Ferrari rate totalement sa Q3, se retrouve derrière Verstappen qui prend la pole position, les deux McLaren 2 et 3. Et là, tu te dis, ah ouais, ah là, c'est compliqué. Alors, vous l'avez sûrement vu sur les réseaux sociaux, Verstappen a pris la pole position grâce à une magnifique aspiration de la part de Nico Hülkenberg dans son dernier run en Q3 exceptionnel. La passe D était folle. Mais Charles Leclerc l'a expliqué, la perte de temps en Q3 est due à la vitesse de pointe en partant du dernier virage jusqu'au virage 1. En regardant la data, Charles Leclerc était le pilote le plus rapide sur tout le reste du circuit, mais tout le temps perdu sur les McLaren et la Red Bull se sont faits dans la ligne droite avant même le premier virage. Bon, derrière en course, c'est pas non plus glorieux pour Ferrari. Du coup, on part 3e et 4e pour les deux voitures. Carlos Sainz fait une course, ma foi, un petit peu anonyme. Voilà, retient Oscar Piastri, mais se prend un pressing digne de Manchester City pendant toute la course. Il se fait doubler au niveau des pit stops parce que la stratégie de Ferrari ce week-end, on va pas se mentir, était un petit peu bancale. On a essayé de faire un overcut qui n'a pas réellement fonctionné. On s'arrête plus tard, donc on se fait doubler. Et derrière, on n'a pas réellement le rythme pour remonter. Et derrière, Carlos Sainz s'est fait déposer par Oscar Piastri tout simplement, ressortir en plus avec du trafic. Donc Sainz a été très compliqué. Charles Leclerc, lui de son côté, pas vraiment fait mieux. Première partie de la course où il essayait de s'accrocher à Lando Norris avec des pneus médiums. Deuxième partie de la course en pneus hard où là cette fois-ci il était bien meilleur et il était au contact de Lando Norris jusqu'au tour 47 où Charles Leclerc décide de nous faire un no rules à la chicane, de couper dans l'herbe et à partir de là la fin de course était ruinée. Perte de rythme, perte de température dans les pneus. Lando Norris s'est envolé et c'était terminé pour Charles Leclerc. Alors peut-être que je suis un petit peu biaisé dans ma prise de décision, mais moi ce que je retiens au final, c'est que Ferrari a quand même gagné du temps sur sa propre voiture d'il y a quelques semaines. Ferrari aujourd'hui est capable de matcher les chronos de Verstappen. Je dis pas Perez et je dis pas Red Bull parce que Perez s'en occupe dans quelques secondes. Aujourd'hui, Ferrari semble être pas si loin de Red Bull pour aller titiller que ce soit en qualif ou en course, mais il manque encore quelque chose. Il manque encore un peu de rythme, surtout sur les gommes les plus tendres où Red Bull sont juste imbattables. Si jamais ça vous intéresse pour avoir une analyse un petit peu plus poussée sur la dégradation et le rythme avec les pneus de ce Grand Prix d'Imola, je vous invite à aller sur Twitter et voir le tweet de Shiranui qui a fait une très belle analyse du coup de la data du Grand Prix d'Imola et qui explique réellement comment, en fonction des pneus, chaque voiture performe sur un Grand Prix. Mais le vrai problème, maintenant, en Formule 1, pour Charles Leclerc et pour Ferrari, c'est que tu as beau rattraper Red Bull et Max Verstappen, entre ces deux-là, il y a une équipe qui s'est interposée et c'est McLaren. Aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que McLaren est la deuxième meilleure voiture du plateau, si ce n'est de temps en temps, en fonction des températures et des conditions météo, peut-être même la voiture la plus rapide. Comme je vous l'ai dit, McLaren manque encore un petit peu de rythme comparé à Red Bull sur les pneus tendres. C'est là où vraiment la RB20 excelle. On l'a vu sur le premier stint de Max Verstappen où il a été capable justement d'enchaîner les tours rapides sans réellement avoir de difficulté ni avec les pneus ni avec la balance de sa voiture. Par contre, sur les pneus durs, c'était déjà le cas à Miami, mais la McLaren, avec le composé le plus dur proposé par Pirelli, est extrêmement performante. Sur les 15 derniers tours, Lando Norris a donc profité, bon, bien évidemment du trafic pour Max Verstappen, mais aussi du rythme de sa McLaren pour remonter 6 secondes sur Max Verstappen, qui lui était en PLS, il faut le dire,
impossible de gérer ses pneus. Il l'a dit en interview qu'il conduisait sur de la glace et il était incapable justement d'attaquer avec sa Red Bull en fin de course. Moi aujourd'hui, ce qui me pousse à croire que Lando Norris est devenu réellement la menace pour Max Verstappen en Formule 1 et ce n'est plus Ferrari ou Charles Leclerc, c'est vraiment la dégradation des pneus arrière de la McLaren. Autant en médium, Norris s'en plaignait pas mal de la dégradation et était réellement obligé de faire de la gestion du pneu arrière pour ne pas trop dégrader, autant en pneu hard, on l'a vu, quasi aucune dégradation. La McLaren dans les derniers tours est capable d'attaquer comme Jaja, alors que Verstappen, lui, est en train de limiter la casse. Je me souviens qu'en début de saison, il y avait une sorte de petite théorie ou une petite interrogation qui se posait, c'était surtout sur les températures et la gestion des pneumatiques de la Red Bull, parce qu'on a fait Bahreïn et Jeddah, qui étaient deux circuits de nuit, où là-dessus on n'avait aucun problème, des conditions ma foi, assez fraîche, on va dire. En Australie, les températures étaient un petit peu plus élevées et on avait commencé à voir déjà les Red Bull en difficulté et les pneus de la Red Bull être un petit peu maltraités. Et là, encore une fois, dès que les températures grimpent, dès qu'on commence à être avec des conditions un petit peu plus dérangeantes pour les pneus Pirelli, on voit que Red Bull est très loin d'être aussi à l'aise que l'année dernière. Et c'est là où vient ma théorie, vient mon idée, en tout cas mon hypothèse, qu'aujourd'hui, on a potentiellement un duel entre Norris et Verstappen pour les victoires. Et j'y crois, peut-être parce que je suis tifosi, mais j'y crois. Je pense que Ferrari n'est pas si loin au final de pouvoir se battre pour la victoire et ça dépendra surtout des circuits et des performances de la voiture de Leclerc et de Carlos Sainz. Alors il faut aussi quand même rappeler que Red Bull, le dernier package d'amélioration date du Japon. Il n'avait pas été si significatif que ça. Au final, McLaren a amélioré à Miami. On sait que Ferrari du coup a ramené des améliorations du coup à Imola. On va attendre quand même une réponse d'un point de vue développement de la part de Red Bull parce que oui, Red Bull va continuer de développer cette voiture et Red Bull va forcément à un moment réussir à mettre un coup de marteau sur McLaren et Ferrari pour reprendre un petit peu d'avance. Je pense que pour la tournée européenne, il faudra pas être surpris de voir des batailles peut-être à 2, à 3, peut-être même à 4 au final parce que c'est vrai que depuis le début de la vidéo, je ne parle pas d'Oscar Piastri et Carlos Sainz. Petite mention à Oscar Piastri d'ailleurs qui avait fait un tour exceptionnel en qualification. Ça méritait la pole position. Je suis dégoûté. Mais au final, on se retrouve même plus qu'avec un duel. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve avec un Verstappen face à peut-être 2 McLaren et peut-être même 2 Ferrari. Et là on parle. Là, la saison, je vous le dis, elle prend un tournant. Et désolé, mais moi, j'y crois. Je me dis qu'on va peut-être avoir une bonne saison cette année. Pour pimenter cette saison, en plus du menu qu'on a avec Verstappen en entrée, McLaren pour le plat et Ferrari pour le dessert, on a une petite boisson succulente qui s'appelle Sergio Pérez. Voilà, Sergio Bacagravier. J'ai l'impression qu'on retrouve un Sergio Pérez qu'on a connu il y a 12 mois de ça, en difficulté, un petit peu en panique et dépassé par les événements. Sur cette saison 2024, il y a eu pour l'instant que 2 courses où Verstappen et Red Bull ont été en difficulté. C'était l'Australie et Miami. Sur ces 2 courses, Pérez était absent. Clairement, il n'était pas dans le rythme, battu par les Ferrari et les McLaren, loin de son coéquipier. Et là, le Grand Prix à Imola, le week-end à Imola de Pérez, mamacita, que c'est compliqué. Crash en séance d'essai, qualification éliminée en Q2, se qualifie donc 11e. Part très loin en course, n'arrive pas vraiment à remonter, puis fait une erreur pour aller dans le bac à gravier qui va totalement ruiner sa course et sa stratégie. Il va passer tout le GP à se faire dépasser de tous les côtés par tous les pilotes qui se sont déjà rentrés au stand. Bref, il termine encore une fois très loin. Et force est d'admettre que si on a 2 McLaren, 2 Ferrari, bon j'ai plus de main, mais et Verstappen au milieu, ça fait un 4 contre 1. 4 contre 1, Verstappen, il va falloir avoir les épaules très solides et moi je serais Red Bull, je commencerai à avoir les chocottes pour le classement constructeur. Si on fait un point sur les classements, que ce soit le pilote, Verstappen est toujours en tête, mais n'a que 48 points d'avance sur Charles Leclerc qui est maintenant 2e. Donc Pérez n'est même plus 2e. Lando Norris qui a donc fait victoire à Miami, qui était pas loin de gagner à Imola, lui est à 60 points 4e, donc les écarts sont vraiment pas si grands. Et au constructeur, Ferrari aujourd'hui n'a que 56 points de retard sur Red Bull. Il reste encore 17 courses, la saison est très longue. On connaît la mentalité de Red Bull quand ça commence à pas aller du côté du pilote numéro 2, ça peut très vite faire des transferts. J'espère pour Pérez en tout cas, je l'espère sincèrement qu'il ne va pas retomber dans la même forme qu'en 2023 parce que là, la saison va être très compliquée et ça sentirait très mauvais pour lui. Mais on va pas tirer de conclusion tout de suite, on garde cette vidéo pour dans quelques semaines ou dans quelques mois. Venez, on parle d'Aston Martin qui, à l'image de 2023 comme Pérez, a ramené des améliorations et a reculé en performance. C'est fou quand même. Améliorer pour reculer, c'est probablement un concept inédit en Formule 1 et pourtant, c'est celui d'Aston depuis 2 ans. Le week-end d'Alonso, lui aussi est très mauvais, on va en parler très rapidement, mais une sortie de piste en séance d'essai, il se fait éliminer en Q1 directement en qualification. Il va casser le parc fermé pour pouvoir faire des modifications sur sa voiture et adapter le réglage pour la course, sauf qu'en course, bah, malheureusement, il était nulle part. Impossible de doubler à Imola, je suis d'accord.
mais il finit très très loin, très mauvais Grand Prix. C'est le problème d'Aston Martin, et on en a déjà parlé l'année dernière, mais quand tu construis une bonne voiture, et encore elle n'est pas très bonne cette année, mais quand tu construis une voiture et que tu ne sais pas la développer, c'est un gros point noir, surtout au vu de cette année où Aston Martin est déjà loin comparé à Red Bull, McLaren, Ferrari, et maintenant légèrement derrière Mercedes. Il va vite falloir trouver des solutions pour Aston Martin pour développer cette voiture, sinon la saison là aussi va être super longue pour Aston. Heureusement, Stroll marque des points, il faut le souligner, quand même très belle course avec de beaux dépassements de la part de Lance Stroll. Mais bon, Fernando Alonso, compliqué. Pour finir cette vidéo, petit bonus français, petit bonus Cocorico à Imola, vous l'avez sûrement suivi dimanche. On a eu donc 2 victoires de pilotes français. Isaac Hadjar remporte sa 2e course en Formule 2 de la saison après une course très serrée et des pressions en fin de course de la part de Gabriel Bortoleto. Isaac Hadjar confirme clairement son statut de prétendant au titre pour cette saison de F2 2024. De son côté, Victor Martins marque des points, termine 9e en partant dernier. Il partait 22e à Imola. C'est quand même une très grosse remontada. C'est des points qui vont faire du bien pour Hart qui sont dans une situation, ma foi, un petit peu compliquée. Et en Formule 3, première victoire de Sami Mektounif, pilote Trident, qui remporte donc sa première course de la saison. Donc 2 Français sur la plus haute marche du podium à Imola. Franchement, ça fait plaisir et ça prouve encore une fois que la France a de très bons talents et que l'avenir est radieux pour nous en sport automobile. Bon, en tout cas, j'espère que vous n'avez pas trop dormi pendant le Grand Prix d'Imola. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Aujourd'hui, on aurait pu parler d'Albon, on aurait pu parler des Haas, on aurait pu parler aussi d'Alpine, mais je me suis dit que réellement le focus aujourd'hui et le gros point d'interrogation était sur Norris et sur la suite de ce championnat. Je compte sur vous comme d'habitude dans les commentaires pour me dire ce que vous pensez un petit peu de cette situation entre Ferrari, McLaren et Red Bull. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. En attendant, faites attention à vous, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao.